Le 24 juillet 2020, Elon Musk a tweeté « Nous faisons un coup d'État contre qui nous voulons. Faites-vous à l'idée ». Mutinerie, comment le monde bascule, c'est le titre de mon livre. Je m'appelle Peter Mertens et je crois que les gens veulent savoir, vraiment savoir comment les rapports de force sont en train de basculer dans le monde. D'où ce projet, un livre, une docu-série et maintenant un podcast. Je donne la parole à ceux qui sont sur le pont inférieur du navire, au personnel infirmier et aux ouvriers du secteur automobile en grève dans le nord, mais également aux mineurs et aux agriculteurs dans le sud. C'est ça, mutinerie. J'aimerais vous présenter Liam. Je l'ai rencontré via des amis allemands. Liam travaille comme opérateur de processus chez BASF en Allemagne, la plus grande multinationale de la chimie au monde. L'usine allemande est incroyablement grande, plus grande que la ville d'Anvers. Et Liam travaille sur la ligne de production d'ammoniac. En février 2023, je l'appelle et il me dit que le lendemain, tout s'arrêtera. Il me dit que c'est parce que le gaz est devenu beaucoup trop cher. Je demande alors, un peu maladroitement, quel est le rapport entre le gaz et l'ammoniac. Mais j'obtiens heureusement une réponse très claire. Il faut du gaz naturel pour produire de l'ammoniac. Mais ce n'est plus possible, car ce gaz est devenu si cher qu'il préfère désormais acheter de l'ammoniac à l'étranger. Liam est dans une situation très précaire. Il ne sait pas s'il pourra conserver son emploi. Et il dit « Je me sens comme un yo-yo. En bas, en haut, en haut, en bas, en haut, en bas. Je ne sais pas ce qu'il va advenir de mon emploi. » La conversation téléphonique avec Liam a hanté mon esprit pendant des jours. Il ne s'agit pas seulement de Liam, je le sais. Il ne s'agit pas seulement de BASF non plus. Il s'agit de l'ensemble de la politique industrielle en Allemagne. La guerre en Ukraine et les sanctions qui ont suivi ont complètement changé la donne en Europe. Et pourquoi ces sanctions ont-elles un tel impact sur l'économie allemande ? BASF fonctionne au gaz. Ils en ont besoin comme énergie pour faire fonctionner leurs machines, mais aussi en tant que produit de base dans la transformation. Par exemple, pour la production d'ammoniac, comme l'a expliqué Liam. Et pour ce gaz, l'industrie allemande a pu compter pendant des années sur du gaz bon marché importé de Russie. Mais la guerre et les sanctions ont détruit ces contrats à long terme et bon marché, et l'Allemagne a dû trouver rapidement du gaz ailleurs. L'Europe n'est pas autosuffisante en gaz et doit donc en importer, ce qui représente une opportunité pour les États-Unis. 1 mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le président américain Joe Biden conclut un accord sur le gaz avec l'Union européenne. L'Europe importera désormais une grande partie de gaz américain. Le problème est résolu, pourrait-on penser. Mais ce gaz américain est un cadeau empoisonné, littéralement. Car une grande partie de ce gaz est à l'origine du gaz de schiste, et le gaz de schiste est extrait de la roche de schiste. Pour ce faire, on injecte une série de produits chimiques profondément dans le sol afin d'obtenir ce gaz. C'est ce que l'on appelle la fracturation hydraulique. Mais l'impact de cette fracturation sur le climat est énorme. On estime même qu'elle est 10 fois supérieure à celle du gaz normal. Et le gaz de schiste est également cher, très cher. Auparavant, les États-Unis n'arrivaient pas à se débarrasser de ce gaz de schiste. En 2016, la moitié des installations de ce type étaient à l'arrêt. Mais aujourd'hui, tout change, avec la guerre et les sanctions contre la Russie.
le président Joe Biden fait des affaires en or en exportant le gaz de schiste vers l'Europe. Écoutez ce qu'il dit lui-même à ce sujet. L'accord sur le gaz n'est pas seulement juste d'un point de vue moral, il nous rend également plus forts d'un point de vue stratégique. Il s'agit d'une opération stratégique. L'accord sur le gaz est un premier coup stratégique en ces temps de guerre. Parce que le gaz liquide hors de prix affaiblit la position de l'industrie européenne au profit de l'industrie américaine. Cette énergie coûteuse rend la production en Europe beaucoup plus chère. De nombreuses entreprises envisagent de réduire leur production car elles commencent à s'interroger sur l'intérêt de continuer à investir en Europe. Elles ne regardent pas uniquement le coût de l'énergie, mais elles évaluent également leurs chances d'obtenir des subventions. Parce qu'investir est coûteux et que ça comporte aussi beaucoup de risques. Ces grandes entreprises se tournent vers les gouvernements, les implorent pour voir s'ils peuvent leur accorder des subventions. Le premier jour de l'année 2023 marque le début d'un genre de jeu du chat et de la souris. Ce jour-là, le 1er janvier, le gouvernement américain lance un gigantesque programme de subventions, l'Inflation Reduction Act. Et ce programme délie les cordons de la bourse des États-Unis. Le gouvernement américain débloque des subventions pour un montant de 369 milliards de dollars afin de soutenir les entreprises qui souhaitent produire aux États-Unis. Des sommes colossales sont déboursées pour attirer les entreprises aux États-Unis. Des entreprises belges ou allemandes, par exemple, reçoivent même des appels téléphoniques les invitant à venir s'installer aux États-Unis. Et ces plans américains visent un objectif. Ils ciblent des secteurs stratégiques, comme les batteries de voitures, les éoliennes, les cellules photovoltaïques et les semi-conducteurs. Alexandre De Croo, Premier ministre libéral belge, ne se réjouit pas de cette stratégie des États-Unis. Il dit « Les États-Unis sont notre partenaire, mais ils appellent nos entreprises pour leur dire qu'elles feraient mieux de venir aux États-Unis. N'investissez pas en Europe, nous avons mieux. Ils sont très conscients de l'impact qu'ils ont sur l'Europe. » Et une partie de l'industrie européenne hésite naturellement, car il s'agit d'une offre vraiment alléchante. Le plus grand fabricant de batteries d'Europe, par exemple, la société suédoise Northvolt, allait d'abord investir en Allemagne, jusqu'à ce que l'un de ses appels téléphoniques leur parvienne de l'autre côté de l'Atlantique, leur disant qu'aux États-Unis, ils pouvaient obtenir un soutien de 600 à 800 millions de dollars pour leur nouvelle usine. Les Suédois ont alors commencé à hésiter. Après de nombreux échanges téléphoniques, ils décident de continuer à investir en Allemagne. Et devinez ce qui a finalement convaincu ces Suédois ? 600 millions d'euros de subventions du gouvernement allemand. Au fait, si vous aimez ce podcast, abonnez-vous à ce podcast via Spotify, YouTube, Apple Podcast ou toute autre plateforme et partagez le podcast Mutinerie avec vos amis. Vous entendez ça ? C'est l'araponga blanc. Et les biologistes disent que l'araponga blanc produit les sons les plus forts au monde. Aucun oiseau ne chante plus fort. Et les femelles choisissent le mâle qui chante le plus fort. Dans l'univers des entrepreneurs, il n'en va pas autrement. L'appel des subventions américaines fonctionne. L'entreprise italienne Enel, par exemple, va construire une nouvelle usine de panneaux solaires dans l'Oklahoma aux États-Unis, en bénéficiant de 280 millions de dollars de subventions et d'allègements fiscaux. L'allemand Siemens va également construire un réseau énergétique intelligent sur le marché américain et le français Air Liquide va produire de l'hydrogène vert aux États-Unis.
Tout cela grâce à des subventions massives. Oui, l'Araponga blanc chante pour plaire. Et l'Union européenne doit riposter en chantant plus fort. Car à Berlin, pendant ce temps, le sommet du secteur industriel ne sait plus où donner de la tête. En effet, une grande entreprise sur 6 envisage de délocaliser une partie de sa production à l'étranger. Et un tiers des moyennes entreprises l'envisagent aussi. Ces chiffres proviennent d'une enquête de la Bundesverband der Deutsche Industrie et de son président Siegfried Russwurm, qui réclame davantage de subventions. Il exige des réductions d'impôts pour favoriser les investissements. Les lignes bougent petit à petit. Le gouvernement américain lance un programme de subventions massives et les gouvernements européens font de même. Ils se font concurrence avec des subventions pour les grandes entreprises. Les gouvernements aident donc les grandes entreprises avec beaucoup d'argent. Ils aident les grandes entreprises à rentabiliser leurs investissements. Mais ces mêmes gouvernements ne sont pas du tout assez exigeants en matière de retour sur investissement pour la communauté au sens large. C'est-à-dire pour savoir ce que ces subventions rapportent à la société. Encore une fois, en cas de profit, les bénéfices sont pour les entreprises privées, mais en cas de perte, c'est toute la société qui devra payer les pots cassés. Une chose est claire, avec l'Inflation Reduction Act, les États-Unis ont entamé un nouveau cycle, un cycle de concurrence en matière de subventions. Cela ne réjouit peut-être pas le Premier ministre belge Alexandre De Croo, mais Washington ne s'en préoccupe guère. À Washington, ils ont des soucis plus importants. Comment faire face aux grandes économies émergentes d'Asie? Telle est la question, et plus particulièrement à l'égard de la Chine. Pour comprendre l'origine de cette rivalité, il faut revenir un instant en arrière, jusqu'au début des années 60. Les États-Unis assuraient la moitié de la production mondiale. L'acier du monde entier était coulé dans la ceinture manufacturière du Nord-Ouest et les voitures quittaient les chaînes de montage à la vitesse de l'éclair. Les États-Unis étaient l'usine du monde, mais aussi le centre de la consommation et de la finance. Tout a changé avec la percée du néolibéralisme dans les années 70. À ce moment-là, le commerce mondial s'ouvre et les capitaux américains commencent à parcourir le monde à la recherche d'endroits où ils peuvent produire à très bon marché. Cela signifie que les usines américaines partent en Turquie, par exemple, pour produire à moindre coût. Mais les matières premières sont également recherchées ailleurs, par exemple au Brésil. Et qu'est-ce qui reste aux États-Unis? Les institutions financières. L'industrie a disparu. La finance est restée. De l'autre côté de la planète, la Chine devient membre de l'Organisation mondiale du commerce en 2001. La Chine profite de son adhésion à l'OMC pour poursuivre son développement industriel, qui se fait très rapidement. Ils importent des matières premières et exportent des produits finis. Le « Made in China » devient un nouveau concept, et ces produits bon marché en provenance d'Asie permettent également aux Américains de continuer à consommer aux États-Unis, même si les salaires y augmentent à peine. La Chine devient donc de plus en plus l'usine du monde, et cela va encore plus loin après la crise financière de 2008. Les Chinois se disent alors qu'ils vont investir encore plus dans l'industrie manufacturière et dans les infrastructures. Et ils construisent une nouvelle route de la soie, c'est-à-dire des routes commerciales mondiales. Ils deviennent les champions du monde de l'exportation. Des millions de Chinois quittent les zones rurales pour s'installer dans les villes et travailler dans ces nouvelles usines. Cela crée un boom économique dans toute la Chine. Ils utilisent cette croissance pour éradiquer l'extrême pauvreté. Entre-temps,
La Chine ne se concentre plus sur les processus simples ou les produits intermédiaires. La Chine se concentre désormais sur la technologie et les produits haut de gamme. Ils le font non seulement pour le marché mondial, mais aussi de plus en plus pour leur propre marché, qui est énorme, avec 1,3 milliard d'habitants. C'est plus que la population de l'Union européenne et des États-Unis réunis. Même Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, est impressionnée par le développement de la Chine. Il suffit d'écouter ce qu'elle dit à ce sujet. En moins d'un demi-siècle, la Chine est passée d'une pauvreté généralisée et d'un isolement économique à la deuxième économie mondiale et au premier rang dans de nombreuses technologies de pointe. Depuis 1978, la croissance chinoise s'élève en moyenne à plus de 9% par an, ce qui a permis à plus de 800 millions de personnes de sortir de la pauvreté. Après 30 ans de développement parallèle entre la Chine et les États-Unis, où les États-Unis avaient les institutions financières et les banques, et où les Chinois devenaient de plus en plus l'usine du monde, la situation a changé en 2012. Cette année-là, le président américain Obama lance son « Pivot to Asia ». Le mot « pivot » désigne un point d'inflexion, une charnière. Dans la politique étrangère des États-Unis, l'accent n'est plus mis sur le Moyen-Orient, mais sur l'Asie de l'Est et la Chine en particulier. Et puis, petit à petit, une nouvelle politique se développe aux États-Unis, dans laquelle le protectionnisme, la protection de son propre marché, les subventions et l'agenda industriel reviennent en tête des priorités politiques. En d'autres termes, les États-Unis veulent redevenir l'usine du monde. Cette rivalité croissante avec la Chine a des implications majeures dans un monde en pleine transition énergétique. La transition énergétique, c'est lorsque le monde passe d'un combustible à un autre. Et les transitions énergétiques ont toujours eu tendance à secouer la société dans son ensemble. Ça a été le cas au XIXe siècle, avec le charbon. Le charbon est le feu qui a accompagné la révolution industrielle et a fait de la Grande-Bretagne un empire mondial. Le XXe siècle est ensuite devenu le siècle du pétrole. Et ce pétrole a marqué tout le XXe siècle. On parle alors du pétrole en tant que carburant, mais aussi comme source de toutes sortes de produits dérivés, et enfin, bien sûr, de toutes les guerres autour du pétrole. Aujourd'hui, nous sommes sur la voie d'une transition énergétique, vers un monde sans énergie fossile. Une transition énergétique n'est pas seulement une transition de l'énergie. Elle signifie toujours un changement dans les matériaux et les grandes infrastructures. C'est également le cas aujourd'hui, puisqu'une nouvelle loi a été adoptée concernant les matières premières précieuses telles que le lithium, le cobalt et le nickel, qui sont nécessaires à la fabrication des batteries. On le voit également dans les grands projets d'infrastructures qui se profilent un peu partout aujourd'hui. Des parcs éoliens, des parcs de panneaux solaires, des réservoirs d'hydrogène, mais aussi de nouvelles voies de transport. Dans le même temps, un autre bouleversement se produit, la transition numérique. Il est question de l'apprentissage automatique, de l'intelligence artificielle, des données et de la protection des données, des accélérateurs matériels, de la 5G, de la 6G et des semi-conducteurs nécessaires pour toutes ces choses. Et ce double bouleversement, à savoir la transition énergétique et la transition numérique, conduit aujourd'hui à un début de guerre commerciale, notamment entre les États-Unis et la Chine. Dans une telle guerre commerciale, un État tente d'imposer des sanctions et des mesures économiques aux autres, notamment par le biais de taxes sur les produits, de restrictions à l'importation, d'ajustement de la valeur de la monnaie ou de subventions nationales massives.
Ainsi, plutôt que d'utiliser des armes militaires, ils utilisent des armes économiques. Aujourd'hui, cette guerre est menée dans au moins 2 domaines clés, notamment celui des matières premières et celui des semi-conducteurs. Les matières premières. Si vous souhaitez renoncer aux énergies fossiles et opter pour l'énergie éolienne et solaire, une question extrêmement importante se pose. Comment allez-vous stocker cette énergie ? C'est là qu'interviennent les batteries. Les batteries sont essentielles à cette transition énergétique et pour les produire, il faut beaucoup de matières premières, du lithium, du cobalt, du nickel et du graphène. Le lithium, par exemple, est également appelé l'or blanc et se trouve principalement dans le triangle entre la Bolivie, le Chili et l'Argentine. Les États-Unis pensent que cette région est leur arrière-cour et que c'est donc à eux de décider ce qui peut ou ne peut pas y être fait. Prenons l'exemple de la Bolivie. Une semaine après que le gouvernement démocratiquement élu d'Evo Morales a annoncé que le lithium de Bolivie serait désormais utilisé pour son propre développement au lieu d'être exporté, Evo Morales a été renversé et remplacé par un gouvernement très ami avec les États-Unis. Ce qui est encore plus grave, c'est que les plus grands porte-parole de l'impérialisme américain ne s'en sont jamais cachés. Car le 24 juillet 2020, Elon Musk, le PDG de l'entreprise américaine Tesla, a tweeté « Nous faisons un coup d'État contre qui nous voulons. Faites-vous à l'idée ». Les semi-conducteurs. Sans semi-conducteurs, pas de progrès. Ces semi-conducteurs ont également été abordés dans le 2e épisode de ce podcast. Après tout, ils sont dans tout. Dans les voitures, les ordinateurs, les téléphones portables, les réfrigérateurs, les lampes, partout. Celui qui détient le développement et la production de semi-conducteurs détient également l'avenir. Et c'est exactement la raison pour laquelle Washington a déclaré la guerre des puces électroniques à la Chine le 7 octobre 2022. Ce jour-là, les États-Unis ont annoncé leur intention de priver complètement la Chine de sa capacité à produire ou même à acheter des semi-conducteurs. Plus tard, Alan Muse, analyste en semi-conducteurs de la société américaine Evercore, dira ce qui suit à ce sujet. 2 dates de 2022 entreront dans l'histoire. La première est le 24 février 2022, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine. La deuxième est le 7 octobre 2022, date à laquelle nous avons déclaré la guerre des puces électroniques à la Chine. La nouvelle politique de Washington consiste non seulement à empêcher la Chine de progresser sur le plan technologique, mais aussi à inverser activement l'état actuel de sa technologie. Ce que dit ici l'analyste des semi-conducteurs est fort de café, car il ne s'agit plus de protéger sa propre économie, mais de ralentir délibérément et de mettre des bâtons dans les roues de celle de son rival. C'était un pari pour les États-Unis d'imposer une telle interdiction unilatérale des exportations. Car bien entendu, d'autres pays produisent des semi-conducteurs et peuvent donc continuer à commercer avec la Chine. Par exemple, les Pays-Bas. Veldhoven abrite l'une des usines les plus brillantes du monde, celle d'ASML. On y fabrique des puces électroniques sur une machine incroyablement sophistiquée. Ces machines ressemblent à des machines à voyager dans le temps. Que fait Washington ? Ils invitent le Premier ministre néerlandais de l'époque, Mark Rutte. Une invitation ? Ils disent simplement « Monsieur Rutte, vous devez venir ». Mark Rutte se rend donc à Washington. Il y apprend que la société néerlandaise ASML n'est plus autorisée à délivrer des licences d'exportation vers la Chine. Ainsi soit-il. La question est donc de savoir où s'arrête cette guerre commerciale, car toute sanction entraîne une contre-sanction. La Maison-Blanche prend une sanction et Pékin prend une contre-sanction. Les règles du commerce mondial ont donc changé. Le problème, c'est que la Maison-Blanche considère de plus en plus la lutte contre la Chine comme un jeu à somme nulle. On est entièrement avec les États-Unis ou entièrement avec la Chine. Soit on est dans un camp, soit dans l'autre.
Et plus on consacre d'énergie à contrecarrer l'adversaire, plus le développement mutuel et la coopération entre les différents pays sont mis sous pression. Le monde n'est pas du tout construit avec ce type de pensée en bloc. Imaginez un découplage complet entre l'économie chinoise et l'économie occidentale. C'est inimaginable. Cela coûterait au monde 7% de la richesse produite, soit à peu près autant que la crise du coronavirus et la crise financière de 2008 réunies. De plus, comme nous l'avons vu, la Chine est l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs, de terres rares et de matières premières telles que le lithium et le cobalt. Ces matières sont essentielles à la construction de batteries pour les éoliennes, les panneaux solaires et les voitures électriques. En d'autres termes, sans l'aide de la Chine, l'Europe ne parviendra jamais à devenir neutre sur le plan climatique d'ici à 2050. Le langage de la guerre froide ne nous mènera nulle part. Les grands pays devraient être les premiers à fonder leurs relations avec les autres pays sur le dialogue et le partenariat, plutôt que sur la confrontation ou une politique d'alliance opportuniste. Et heureusement, il y a de plus en plus de forces en présence et de pays dans le monde qui en sont convaincus. Dans ce 3e épisode, nous sommes partis de Liam, chez BASF, et du gaz américain coûteux, pour arriver à la nouvelle répartition des tâches entre la Chine et les États-Unis et à la guerre commerciale qui a commencé aujourd'hui autour des matières premières et des semi-conducteurs, en passant par la politique de subvention de l'Inflation Reduction Act et la guerre des subventions. La question est de savoir ce que fait l'Europe dans tout cela. Si l'Europe veut se faire une place sur l'échiquier, elle devra recourir à des accords commerciaux équitables. Car si nous coopérons avec les pays du Sud, nous serons plus forts. Et si l'Europe partage les technologies vertes, les techniques d'isolation, les pays du Sud peuvent aussi accélérer cette transition écologique. Il en va de l'intérêt de tous, au Sud comme au Nord. Le prochain épisode de notre podcast aborde justement la manière dont ces pays du Sud s'insurgent dans le monde. Mutinerie est un podcast de Facto, le média marxiste créé par le PTB. Vous vous demandez comment le monde tourne vraiment ? Alors suivez-nous sur nos différents canaux. Vous pouvez nous trouver sur facto.be, sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur votre plateforme de podcast préférée. Facto, comprendre le monde pour le changer.